Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences et d'informations autour du cancer et des soins de support. Pour mener à bien cette mission, j'accueillerai à mon micro des patients qui nous raconteront leur histoire, mais aussi l'entourage proche, les aidants, les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Vous écoutez la seconde partie de notre discussion avec Marilyn. Si vous n'avez pas écouté le début, foncez sur l'épisode précédent pour avoir la totalité de notre échange. Alors là, je pense qu'on a bien déblayé tous les symptômes qui peuvent entraver la sexualité dans le parcours de soins. Mais j'aurais voulu qu'on fasse un focus plus particulier sur l'hormonothérapie. Parce que l'hormonothérapie, on le sait, c'est un traitement très long sur plusieurs années pour les patientes qui ont un cancer hormonodépendant. Ça peut même aller jusqu'à 10 ans d'hormonothérapie. Juste pour rappel, l'hormonothérapie, c'est un traitement qui va provoquer une ménopause par blocage hormonal pour diminuer le risque de récidive dans les cancers hormonodépendants. Et on sait que ces traitements, ils sont très, très pourvoyeurs de troubles, en particulier sur la sexualité. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus les effets secondaires de ces traitements et quelles sont les solutions surtout ? Parce que des solutions, il y en a et c'est hyper intéressant d'en parler parce que c'est vrai qu'au vu de tous ces effets indésirables-là, malheureusement, il y a une faible observance sur ces traitements. Et le problème, c'est que la mauvaise observance peut être une perte de chance. Oui, tu as raison de parler de l'observance, c'est très, très, très important. Mais en effet, lors de la prise de l'hormonothérapie, notamment avant la toute première prise, il est important de rappeler les effets secondaires. Je pense qu'ils ne sont pas toujours décrits dans le domaine de la sexualité, alors que du coup, les patients souffrent en silence parfois. Et je pense à la sécheresse vaginale, tellement invalidante pour certaines qu'elles ne peuvent plus s'asseoir, qu'elles n'osent plus sortir, voir des amis parce qu'elles savent que ça va être compliqué de rester longtemps assises. Pour d'autres, c'est simplement la sécheresse très douloureuse lors du rapport avec le partenaire. Du coup, les rapports se font rares, une atrophie vaginale arrive, une douleur arrive aussi à la pénétration, ce qu'on appelle dyspareunie. Mais cette douleur, elle est aussi émotionnelle. Il y a une anxiété qui se crée, c'est une sorte de cercle vicieux. Comme j'ai eu peur, je ne veux pas recommencer. Et du coup, le partenaire qui vient simplement faire une petite caresse, une approche, la patiente ou le patient, voit cela comme entre guillemets, une menace d'arriver à un rapport intime et la patiente, se referme un petit peu comme une huître, se contracte et cela engendre effectivement des dyspareunies, des vaginismes aussi secondaires parfois. L'hormonothérapie est aussi pourvoyeuse de troubles du désir qu'on a un petit peu expliqué avant, puisque automatiquement on a l'effet iatrogène du médicament qui engendre une certaine dépression, ça joue sur le moral et quand on n'a pas le moral, on n'a pas forcément d'envie. Ça peut se comprendre mais c'est important de le savoir, déjà de prévenir, d'informer de tous ces effets qui vont arriver, mais la patiente peut déjà s'y préparer et le jour où elle ressent l'un des effets secondaires, oui, ça m'arrive, je peux aller en parler, on m'en avait parlé, je ne suis pas anormale. Donc c'est rassurant aussi des fois de savoir ce qui pourrait arriver. Je parle bien au conditionnel parce qu'encore une fois, toutes les patientes n'ont pas les mêmes souffrances. Maintenant, tu me demandais un peu les solutions. On va parler surtout des deux principaux effets secondaires, c'est le trouble du désir et la sécheresse vaginale. Et alors la sécheresse vaginale, je pense que du coup tu es souvent sollicitée à la pharmacie. Nous, en consultation, on est souvent en deuxième intention, le médecin généraliste est déjà passé par là, ou la pharmacienne, ou parfois l'oncologue, et donc déjà plusieurs crèmes, plusieurs, on va dire, lubrifiants sont déjà passés, ont déjà été essayés. Et
nous leur proposons du coup quelque chose de naturel qui a révolutionné la sexualité de plusieurs patientes, l'huile de coco. Alors beaucoup la connaissent, cette huile de coco pour les cheveux, pour les rendre soyeux, ou alors pour la cuisine, pour mettre un petit peu de goût dans les plats. Eh bien cette huile, qui est comestible, je le rappelle du coup, peut être utilisée en tant que lubrifiant naturel. Il suffit d'en mettre un petit peu sur soi tous les jours en entretien quand c'est une sécheresse vaginale qui est gênante quotidiennement, ou alors si c'est vraiment que pour les rapports, on en met un peu sur le partenaire, un peu sur soi. Et c'est parfait, notamment pour les rapports orogénitaux. Je ne fais pas de dessin, il n'y a pas de danger. Vraiment, hormis si on est allergique à la noix de coco, là je suis désolée. Et c'est compatible aussi avec les préservatifs? Parce que c'était une question qu'on avait eue d'une patiente. Très bonne question et très bonne remarque. Oui, c'est compatible, absolument pas de souci. D'autres solutions existent. Après, nous leur proposons des cafés sexo aussi. Ça peut paraître bizarre, mais le fait d'échanger en groupe, parfois, sur un souci de santé peut aider les patientes, être rassurées, voir qu'elles sont normales, qu'elles peuvent échanger sur des soucis qui leur sont quotidiens, mais un peu, entre guillemets, comment je pourrais dire, des soucis qui sont un petit peu cachés, un petit peu intimes, dont on n'ose pas parler tous les jours. Et bien là, de voir que d'autres personnes en souffrent, et bien la parole se libère. C'est assez humoristique d'ailleurs, parfois les patientes rigolent entre elles après de leur... elles nous exposent des faits et elles en rigolent finalement alors qu'elles en souffraient. C'est assez intéressant. Par contre, ce qui est parfois difficile, c'est quand la patiente n'est pas habituée aussi je parlais tout à l'heure, à l'auto-érotisme, à la masturbation, puisque la masturbation est aussi conseillée lors de nos consultations. Donc là, on reprend un petit peu l'anatomie. C'est intéressant de voir que l'anatomie, encore de nos jours, n'est pas totalement connue de nos patientes, des couples, et parfois de faire tout simplement dessiner un petit peu ce qu'on imagine d'un vagin, de voir aussi comment on imagine son sexe en fait. C'est intéressant de le voir sur papier, comment c'est représenté. Du coup, on peut améliorer la vision de son corps et voir que non, il y a tout un espace, j'ai envie de dire un habitat, pardon, on coupe. Il y a tout un espace possible pour le plaisir qui existe et qui est parfois méconnu de nos patientes, notamment le clitoris. Alors, c'est un organe génital qui est aussi très peu connu, et donc on reprend l'anatomie. C'est intéressant de voir que ça peut jouer du coup derrière sur l'orgasme, le fantasme. C'est intéressant. Je parle de fantasme, je fais une transition, on travaille énormément aussi sur l'imaginaire érotique, c'est une des solutions. Alors cet imaginaire érotique, comment le faire travailler? Eh bien, généralement, on propose des lectures, on propose pour certains aussi le visionnage de films érotiques. Alors je fais vraiment très attention à ne pas parler de pornographie, nous ne prônons pas la pornographie, mais les films érotiques peuvent parfois aider les personnes qui sont très visuelles pour les aider lors d'un auto-érotisme à se mettre justement dans l'ambiance entre guillemets. Et il existe aussi des podcasts à ce propos. Alors raconte-moi, je suis très intéressée. C'est une catégorie qui est très populaire, il faut le savoir dans les podcasts santé. J'en apprends tous les jours, je ne suis peut-être pas assez mais en sur tout cas, les réseaux. C'est vrai que pour les patientes qui sont par exemple sous hormonothérapie, ça dure des années, et en effet il y a des baisses de libido importantes. Ça peut être un outil au même titre que la lecture qui est très intéressant, parce que c'est vrai que ça permet de favoriser le fantasme, ça permet de faire fonctionner l'imaginaire, et c'est vrai que ça peut aider à stimuler le désir quand on est un petit peu en difficulté. Tout à fait, Abigail, et je trouve que faire du coup mettre en avant l'ouïe avec les podcasts, puisque c'est un peu l'intérêt de cette nouvelle forme médiatique, mais c'est très intéressant aussi pour l'imaginaire érotique. Tu vois, j'en apprends tous les jours, je vais pouvoir en proposer maintenant à mes patientes, parce que la lecture c'est très visuel et imaginaire, mais là pouvoir entendre, j'imagine que oui, le corps se rapproche un petit peu des mots qui peuvent être entendus, et ça peut provoquer des sensations
solution nouvelle. Je trouve ça vraiment très intéressant, ce que tu viens de me dire. Et j'entendais un expert en parler justement sur le fait que c'était intéressant de ne pas avoir forcément trop d'images pour faire fonctionner le cerveau et provoquer en fait le désir. Et que pour ça, c'est vrai que l'écoute ou la lecture, c'est des très bons outils à mettre en place. Ça, oui, la lecture. Alors après, pour ce qui est du visuel, ça dépend vraiment de tout à chacun. Il y a vraiment des personnes qui ont des difficultés à trouver du temps pour lire, je pense à la lecture. Mais le podcast, c'est... Ouais. Voilà. Hein. Ou même des fois, c'est vrai que moi j'ai des patients aussi qui me disent qu'ils sont dans un tel état de fatigue avec les traitements que même lire, c'est difficile. Donc des fois, c'est vrai que le podcast, ça peut être un petit peu plus facile d'accès, vu que c'est que de l'audio. Et enfin, c'est en tout cas le retour que j'ai, moi, de mes patients sur les podcasts. Eh bien, je te remercie en tout cas. Alors, pour la suite des solutions que tu me demandais, nous suggérons en dernière intention très souvent le laser vaginal. Alors pourquoi en dernière intention ? Parce que c'est quand même un traitement un petit peu invasif, un mini-invasif, mais quand même, et qui a un coût. De plus, on ne le trouve pas tout partout, ce n'est pas assez répandu, tous les gynécologues ne le font pas, nous avons la chance dans la région d'en avoir quelques-uns, bien moins cher en plus qu'à Paris. Il faut savoir que le coût moyen d'une séance de laser vaginal, c'est entre 250 et 300 €. Non pris en charge par la sécurité sociale, et ce malgré le cancer, comme on pourrait le croire. Généralement, il faut 3 séances, à peu près espacées d'1 mois. Et donc, comment ça se passe ? Alors, pour y avoir participé, pour expliquer un petit peu aux patientes que je reçois comment ça se passe, j'ai assisté à une de ces consultations pour mes patientes. Et je me suis aperçue qu'en 30 minutes, la patiente était en effet écoutée. Il est important de savoir aussi si la patiente a vraiment été adressée pour le bon motif. Et quel est le bon motif ? C'est principalement l'atrophie vulvo-vaginale. Donc ce que peut provoquer l'hormonothérapie, ce que peut provoquer parfois d'autres traitements de cancer, mais même en sortant du cancer, la ménopause de base peut donner ce genre de soucis gynécologiques. Donc le laser vaginal, dans le cadre de l'atrophie vulvo-vaginale, c'est vraiment une très bonne solution. Maintenant, ça reste un petit peu douloureux. Certains vont vous dire, mais non, c'est indolore. Bon, j'ai bien vu ma patiente, c'est certes, sur les 30 minutes, c'est à peu près 5-10 minutes, on va dire, mais elle peut autogérer l'intensité du laser au niveau du vagin, qui va permettre du coup de libérer de certains tissus pour pouvoir lutter contre l'atrophie et pouvoir rendre une certaine souplesse au vagin, améliorer l'élasticité et donc favoriser la lubrification derrière. Je ne rentre pas dans les détails physiologiques, ce n'est pas le but, mais vraiment l'idée derrière, c'est de retrouver une lubrification et donc un rapport satisfaisant. Après le laser vaginal, il faut compter à peu près 3-4 jours, voire 5 pour certaines, avant de retrouver la possibilité de faire un rapport et parfois même de le trouver satisfaisant. Mais ça n'empêche qu'on a lutté contre quelque chose de physique, d'anatomique, mais émotionnellement, mentalement, il y a encore cette anxiété anticipatoire qui fait que la patiente se souvient qu'elle a eu mal au dernier rapport et donc malgré le laser, il y a quand même besoin parfois de venir nous voir pour encore améliorer la condition du rapport intime. Oui, et puis continuer sur l'accompagnement psychologique, parce qu'au final, c'est pas qu'un problème physique. Pour le coup, là, c'est un problème global. Tout à fait. Bon, pour autant, la plupart qui ont eu le laser vaginal ne sont pas non plus revenus beaucoup derrière, puisque ça allait vraiment, vraiment mieux. Mais je leur conseille quand même de revenir nous voir 1 ou 2 fois pour rediscuter du ressenti maintenant physique et pouvoir aborder la sexualité avec son partenaire de façon plus détendue. Et c'est vrai que moi, le peu de retours que j'en ai eu de patientes, les retours sont extrêmement bons sur le laser, et c'est pas très très connu, donc c'est pour ça c'est important qu'on en parle, parce que c'est vrai que si des patientes sont dans cette situation, ça vaut le coup d'en discuter avec l'équipe de soins. Bon, alors la transition est toute trouvée. Marilyn, selon toi, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de parler sexualité ? Quels sont les freins à la parole, que ce soit aussi bien du côté des soignants que du côté des patients ?
C'est une vaste question, Abigail, qui a fait l'objet de nombreuses études d'ailleurs, mais je dirais que principalement cette sexualité n'est pas abordée en lien avec un tabou. Un tabou qui est présent depuis des années, mais qui tend à se dissoudre doucement, mais sûrement. L'éducation que l'on reçoit joue énormément sur la sexualité que l'on a. Maintenant, elle évolue, j'en ai déjà parlé, cette éducation à la sexualité évolue, mais du côté des soignants, c'est difficile car ce n'est pas abordé forcément lors de nos études. Ça l'est peut-être un petit peu, quelques heures par-ci, quelques heures par-là, mais ça ne fait pas l'objet d'un stage, ça ne fait pas l'objet d'un grand cours de plusieurs heures, non, c'est à la limite 2 heures. On a aussi des études qui montrent que les patients attendent beaucoup que les professionnels de santé abordent le sujet. Et à l'inverse, d'autres études montrent que le soignant n'en parle que si le patient a commencé une approche. Oui, donc c'est le serpent qui se mord la queue, on n'en parle jamais. Voilà, tout à fait. Donc, je prône le counseling. Alors, le counseling, c'est quoi ? C'est, entre guillemets, une intervention brève, comme on pourrait faire parfois pour le tabac. Est-ce que vous fumez ? Oui, non. Et après, si oui, on peut engendrer, est-ce que vous avez envie d'arrêter de fumer ? Et puis, ça engendre d'autres questions jusqu'à, allez, parlons du sevrage tabagique. Et bien, pour la sexualité, j'aimerais que ce soit pareil. Et j'essaye de mettre ça en avant lors de mes formations ou de mes présentations pour d'autres soignants. L'idée serait d'avoir une question pour tout patient du type et vous, comment ça va dans votre intimité ? Là, soit il serait dit, il n'a pas envie d'en parler, c'est tout. Soit éventuellement, il a envie d'en parler. Et oui, pourquoi ? Voilà, généralement, ils sont un peu gênés, mais ils ont pu voir que la porte est ouverte, qu'il peut y avoir une oreille attentive, une écoute. Parfois, il faudrait aussi faire plutôt une question ouverte du type et vous, comment ça va dans votre sexualité ? Waouh ! Alors là, pareil, ils peuvent se raidir. Bon, c'est difficile parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez quotidien, d'assez travaillé, mais pour les personnes qui n'ont pas été formées ou un petit peu formées ou informées, c'est intéressant. Mais si le patient il dit oui, j'ai un problème dans ma sexualité, qu'est-ce que je fais ? Et c'est là que c'est important de prévenir qu'il y a des consultations qui existent ou des professions qui existent pour aller en parler. Je ne demande pas que tout le monde soit sexologue dans l'âme, mais en tout cas de s'intéresser à la sexualité de nos patients, que ce soit l'infirmière, la pharmacienne, que ce soit nos internes, les médecins, les radiothérapeutes. C'est important de sensibiliser tous les soignants à la sexualité pour que nos patients puissent savoir qu'ils peuvent être écoutés et orientés de manière efficace vers des personnes qui seront après à les aider. Oui, donc au final, le rôle du soignant, c'est juste d'ouvrir la discussion, juste de tendre une perche et puis de voir en fait si le patient s'en saisit, mais en tout cas aborder le thème, parce que c'est vrai que les patients attendent ça de nous et ils vont pas forcément aborder ça d'eux-mêmes. Par gêne, par pudeur. C'est sûr que c'est pas un sujet qui est facilement abordé. Alors, je reste quand même optimiste, c'est le mot que j'utilise beaucoup aujourd'hui, mais de plus en plus, les nouvelles générations, si je puis dire, sont plus ouvertes à la sexualité. Il y a quand même une certaine gêne, évidemment, c'est normal, on ne parle pas de sexualité comme on parlerait effectivement de météo ou des dernières tendances politiques, mode, ce qu'on veut. Mais oui, effectivement, la sexualité, la parole se libère de plus en plus. Et je reste confiante. J'aimerais vraiment que nos jeunes étudiants aussi, toutes catégories professionnelles confondues, puissent être formés dès le début à la notion de sexualité, mais pas que sous un versant maladies sexuellement transmissibles, IVG, cancer du sein, cancer de la verge, cancer de la vulve, cancer de la prostate. Non, parler de plaisir, parler de désir, parler de relations intimes consenties, tout ça, c'est des choses qui devraient être abordées dans chacune des professions dès leurs plus jeunes études. Alors Marilyn, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter ? Écoute Abigail, je pense que tu as tout dit. Tu as pu aborder la sexualité vraiment avec un esprit ouvert.
Tu m'as permis d'aborder pas mal de choses quand même pour ce podcast. Déjà, on voudrait en dire beaucoup, mais on ne peut pas tout dire. Ce qui est très important, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que parler de sa sexualité, c'est refaire place à la vie. C'est faire place effectivement à une meilleure espérance de vie, oui, puisque les études le montrent. Plus on a une sexualité épanouie et plus l'espérance de vie est grande. Je ne l'invente pas. Un jour, on parlera peut-être, effectivement, comme on parle de sport santé, de sexe santé, puisque je trouve que l'activité physique adaptée, c'est très bien, mais je prône l'activité intime adaptée d'autant plus. Non mais c'est ça, au final il faut promouvoir les soins de support au global, oui. L'activité physique adaptée et l'activité physique intime, les deux, c'est très important et complémentaire. Merci Abigail en tout cas pour cette interview, ce podcast, merci beaucoup. Eh bien Marilyn, c'est moi qui te remercie 1000 fois, 1000 fois pour ton temps, pour ta disponibilité et puis pour la richesse de nos échanges. Je suis persuadée que ce sujet qui est parfois difficile à aborder, le fait d'écouter en podcast une interview de professionnels, ça peut aussi aider les patients et les patientes à amorcer le sujet auprès de leur équipe de soins et surtout ne pas rester avec des questions en suspens, ne pas rester avec des problématiques dont on n'ose parler à personne et qui peuvent peser et qui peuvent rendre malheureux. Au final, il y a des solutions qui existent, il y a des lignes thérapeutiques à essayer et je pense que c'est important de favoriser une bonne communication avec son équipe de soins aussi dans les sujets de sexualité. Alors merci beaucoup Marilyn pour ton temps et merci pour cette interview. Merci Abigail. Merci Marilyn. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre 2 passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques, ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cans.hero, canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.